Doucement, nous sommes arrivés. Voilà votre chambre. Merci, je la trouve fort agréable. Si vous désirez vous mettre au travail tout de suite, je vous accompagne. Je pose mes affaires et je vous suis. J'ai hâte de me mettre à l'ouvrage. Voilà. Mon professeur, je ne pourrais vous tenir compagnie car je dois veiller sur le prince. Il va de nouveau mal. Voilà, c'est ici. Entrez, je vous prie. Évitez seulement de faire du bruit et attention à la lumière. Je vous laisse, professeur. Resté seul, le professeur se mit aussitôt au travail. Vers le milieu de la nuit, le secrétaire vint raccrocher les tableaux qu'il avait enlevés quelques jours auparavant et ressortit sans faire de commentaires. Aussitôt, le professeur les soumit à un examen minutieux. Mais voici un Jordens. Il a un Masaccio. Voyons voir celui-ci. Incroyable. Un Memling. Et là, un Rubens. Fabuleux. Je ne m'étais pas trompé. Il avait bien enlevé les tableaux de maître. Seigneur, un vrai musée. Oh, la tête m'en tourne. Bien, je continuerai demain. Allez, allons dormir. Je tombe de fatigue. Une fois parvenu dans sa chambre, le professeur s'assit sur son lit et commença à délasser ses chaussures. Il s'interrompit brusquement. Il se passait quelque chose. Il ne savait quoi, mais ne pouvait en douter. Il promena un regard circulaire dans la chambre. Rien. À l'exception d'un tas de paperasses dans un coin, la pièce était vide. Et pourtant, il avait la nette impression qu'une activité se poursuivait sans relâche autour de lui. Soudain, il se figea. Il avait cru sentir une présence dans son dos. C'est ridicule. Un peu de sang-froid. Que j'attendre. Voyons ces paperasses. De vieux journaux, des livres de comptes, des papiers chiffonnés, un cahier d'écolier, mémoire. C'est écrit au crayon. Voyons voir. Où l'on trouvera les observations effectuées dans la vieille cuisine du château de Miss Lodge en la présente nuit du 14 décembre 1923. Il y a donc 15 ans de cela. Par moi-même, Casimir Oudzanski, ingénieur stagiaire à la ferme de Promesse sur les terres de Miss Lodge. Je ne peux m'endormir. Les esprits ne se montrent pas et j'ai terminé de lire le journal. Il est 0h20, l'heure des fantômes a sonné et jusqu'à présent, il ne s'est rien passé. Il n'existe pas de phénomène surnaturel. Cependant, je mentirais si j'affirmais que je reste totalement insensible à l'ambiance. Je suis bien sûr continuellement à l'affût et un coin de mon cerveau attend toujours que se manifestent les esprits. Si bien que malgré mes efforts, je ne puis me concentrer entièrement sur ce que j'écris et tout particulièrement aussi à cause de cette serviette qui...
Le texte s'arrête là. On a arraché les derniers feuillets. Voyons voir ces petits bouts de papier sur le dallage. Ah, c'est la même écriture. Un vrai pulse. Bête, paralyse, souffler, bouge. Ah. Noir, livide et... Ah. Peut-être n'y a-t-il aucun lien entre ces mots. Le professeur releva la tête et regarda plus attentivement autour de lui. C'est alors qu'il aperçut la serviette de toilette accrochée à la patère. Est-ce que cette serviette aurait un rapport avec le dernier mot de ce mémoire? Ouais. On dirait qu'elle bouge. Qu'elle est secouée. De nausées. Je dois être victime d'une illusion. Pourtant, aucun doute possible. Son mouvement est imperceptible, mais elle bouge. Une force l'anime. Une force mauvaise. Que ne donnerais-je pour savoir ce qu'il est advenu de ce Rudzonski qui s'est trouvé assis comme moi sur ce même lit à attendre? Sans froid. Oui, il faut absolument que je me reprenne. Il scruta de nouveau attentivement la pièce. Tout était calme et silencieux. Seule la serviette tremblait, inlassablement parcourue d'inexplicables et répugnantes contractions. Il faut que je fasse disparaître cette serviette. Que je la jette là. Oh non. Je n'en puis plus. Fuyons d'ici. Il faudrait que je trouve un endroit sûr pour passer le reste de la nuit. Prince, c'est donc vous. Qui es-tu? N'ayez crainte. Calmez-vous, je vous en prie, Prince. Qui t'envoie? Personne. Dis-moi la vérité, c'est lui qui t'envoie, n'est-ce pas? Allons, fais-toi reconnaître. Fais le signe. Quel signe? Je compliquerai tout. Mais fais le signe, que je sache que tu viens de sa part il y a tant d'années que j'attends. Je ne connais aucun signe. Tu mens. L'autre nuit, je l'ai vu, il m'est apparu. Je sais qu'il a eu pitié de moi, fais le signe, et dis-moi qu'il m'a pardonné, que c'est fini, qu'il me laissera libre, qu'il ne me tourmentera plus. Calmez-vous, Prince. Prince, il faut vous calmer. Je suis un homme tout à fait ordinaire. Vous n'avez rien à craindre. J'ai été invité à passer la soirée ici par monsieur Kolavitsky, votre secrétaire. Je me suis attardé, mais j'allais partir. Kolavitsky t'a invité, mon secrétaire. Ah, tu en veux à ma vie, reconnais que tu en veux à ma vie, hein? C'est mon secrétaire qui t'a invité, tu oses prétendre que tu n'en veux pas à ma vie. Voyons, Prince, calmez-vous. Je connais à peine ce monsieur. Mais c'est la dernière des crapules, si tu ne le connais pas, prends garde. Il est impatient de me voir disparaître. Mais Prince, en quoi votre mort peut-elle bien lui importer? En quoi te moques-tu? C'est pourtant simple. C'est que je ne veux pas mourir. Il s'ennuie, il est pressé. Bon, peu importe. Il se trouve que je ne peux pas mourir. L'endroit est assurément ennuyeux, triste et même lugubre. Et on peut s'étonner qu'un homme jeune, élégant, bien fait, mais je ne peux pas quitter le château. Et pourquoi? Je ne peux pas. Avant qu'il ne soit temps,
Je dois rester ici. Il se passe quelque chose là-bas. Oui, là-bas. Et je dois être présent jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, tant que ma liberté ne m'aura pas été rendue. Mais tu le sais, bien que mieux moi. Hein, pourquoi feins-tu de l'ignorer? Reconnais qu'il t'envoie. Fais le signe. Pourquoi me tourmente-t-il? Ne comprend-il pas que s'il me faut attendre encore, Henri me tuera? N'a-t-il pas pitié de moi? Dis-le-lui, mais dis-le-lui, ma part. Ayant dit cela, le prince repoussa brusquement le professeur et disparut en gémissant dans les salles obscures. Épuisé, Skolinski ouvrit alors au hasard la porte d'une salle, et recrue de fatigue se laissa tomber tout habillé à même le sol. Par chance, il ne dormit pas longtemps et se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Il regagna alors la vieille cuisine. À la lumière du jour, la pièce était agréable et claire. Surmontant sa répugnance, il se coucha sur le lit et attendit l'arrivée du secrétaire. Il désirait absolument lui laisser croire qu'il n'avait pas bougé de là de toute la nuit. Avez-vous bien dormi, professeur? C'est déjà le matin. Comment nous voyons, professeur? Il est déjà presque 9h30. 9h30. Oh. C'est que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ainsi, c'est déjà le matin. Qu'avez-vous, professeur? Vous ne vous sentez pas bien? Ne vous serait-il pas arrivé quelque chose cette nuit? Non, rien. Non, d'ailleurs, peu importe. Mais encore? Rien. Pensez-vous examiner les tableaux aujourd'hui? Les tableaux? Ah oui. Oh. Je les avais oubliés. Ouais, ce soir, peut-être. Kolavitsky fut pour le moins surpris. Voilà que les tableaux ne semblaient plus intéresser le professeur. Observant alors plus attentivement le vieux savant, il le trouva méconnaissable. Toute vivacité, toute bonhomie avait disparu de ses traits pour faire place à un masque las, apathique, totalement inexpressif. Certes, il était en vie. Il n'avait pas perdu la raison, mais il semblait brisé, comme s'il avait subi un terrible choc. Du coin de l'œil, le secrétaire jeta un regard vers la serviette. Elle continuait à frémir imperceptiblement. Il en conclut que, sans nul doute, il s'était passé quelque chose. Vous n'avez pas bien dormi, professeur. Nous pouvons vous donner notre chambre. Non, j'aime autant rester ici. Bien. Grégoire va vous servir le petit déjeuner. Je n'ai guère faim. C'est bon, professeur, je vous laisse vous reposer. J'ai l'impression que ma petite comédie l'a impressionné. Il croit que les forces maléfiques ont commencé leur œuvre et déjà atteint mon psychisme. Voilà qui est parfait. Ainsi, il n'aura pas l'idée de me chasser et je pourrais peut-être même rester quelques jours de plus au château. Je ne pense pas seulement au tableau, mais plus encore au prince qui, après la conversation que j'ai eue avec lui cette nuit, a, semble-t-il, tout à craindre de son secrétaire. C'est sûr, le pauvre fou a besoin de mon aide. Sans compter que Maya, elle aussi, se trouve sous la coupe de ce triste individu. Entrez! Entrez, Grégoire! Où? Je l'ai servi dans l'autre chambre. Monsieur sera mieux. Bien. Merci, Grégoire. Bonjour, Grégoire. Bonjour, monsieur. Monsieur le secrétaire, a-t-il
qu'a-t-il dit à monsieur pour la vieille cuisine? Non, rien. C'est un monde. Il ne faut surtout pas rester. C'est qu'il se passe de drôles de choses là-bas. Vous ne croyez pas si bien dire, Grégoire? Monsieur a vu quelque chose? Je ne le révélerai à personne. Parce que c'est impossible à dire. J'emporterai mon secret dans la tombe. Encore que ça n'est pas fini plus mal. Mais je veux que monsieur sache que c'est le secrétaire qui a pris ses dispositions. Moi, j'avais prévu de vous installer ailleurs. Que monsieur se tienne sur ses gardes. Je ne voudrais pas avoir un malheur sur la conscience. Enfin, monsieur le secrétaire doit avoir ses raisons pour agir ainsi. Seulement, il ne faudra pas dire que j'ai parlé, car on me chasserait sur le champ. Je ne veux pas me mêler de tout ça, ce ne sont pas mes affaires. Et moi, je vous conseille de vous en mêler. Des forces démoniaques sont en marche. C'est donc si terrible. Non, je ne vous en dirai pas plus. Sachez simplement que pour l'instant, le mal est enfermé dans la vieille cuisine. Mais il peut très bien se répandre dans tout le château. Jésus-Marie, on avait la paix depuis des années. Et voilà que ça recommence. Et le pire, c'est que Kolavitsky s'est mis de mèche avec ses forces du mal. Si nous ne réussissons pas à lui faire obstacle, il les déchaînera. Et vous verrez alors, Grégoire, ce qui se passera dans ce château. Dites-moi, Grégoire. Monsieur. Vous êtes ici depuis longtemps? Oh, ça fera déjà bientôt plus de 60 ans. J'étais grand comme ça quand le défunt prince m'a pris à s'en servir. Vous devez donc savoir pas mal de choses. Dites-moi, Grégoire, depuis quand cette pièce qu'on appelle la vieille cuisine est-elle, disons, hantée? Et depuis quand le prince a-t-il l'esprit dérangé? Car les deux sont liés, n'est-ce pas? Dites. C'est bon, je vous dirai tout ça, professeur, tout, comme à la Sainte Confession. Seulement pas maintenant, car monsieur le secrétaire pourrait nous surprendre. J'indiquerai à monsieur le moment favorable. À présent, je dois retourner à mon travail. Bien. Merci, Grégoire. Resté seul, le professeur Skolinski se sentit agité de sentiments contradictoires. Toute cette aventure eût été irrésistiblement drôle sans le fait tangible et vérifiable à chaque seconde de l'angoissante présence des forces surnaturelles qui émanaient de la serviette. Quoi qu'il en soit, en attendant que Grégoire veuille bien lui en dire davantage, il gagna la salle Renaissance pour continuer d'inventorier les richesses du château. Mais, épuisé par la nuit qu'il venait de passer, il ne tarda pas à s'assoupir dans un vaste fauteuil hollandais. Et ses ronflements se répandirent alors dans les couloirs déserts du château. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marcet. Avec le conteur Bernard-Pierre Donadieu, Henri Kolavitsky, Antoine Mathieu, le professeur Skolinski, Hervé Furic, le prince, Pierre Bayot, Grégoire, Vincent Schmitt, artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Jason Taous, Augustin Cyprio, Claude Guerre. Entre autres, une quantité de miniatures. Ce sont des petits tableaux? Exactement. Sans parler de l'argenterie. Il y a des couteaux à manche de nacre. Des gobelets d'argent et de vermeil. Un tas de babioles de valeur. Il faudra que je dise à mon fiancé engager un gardien nu. On entre à Mislodge comme dans un moulin. La preuve en est que vous êtes arrivé sans encombre jusqu'au prince. Mais le prince ne veut pas entendre parler de gardien. C'est le type même de situation sans issue. Pourquoi vous me dites tout cela? Comme ça. Moi-même, plus d'une fois, je me suis reprends à caresser l'idée de dérober là-bas quelques bagatelles. Une fois, rien qu'une fois. J'aurai assez d'argent pour vivre indépendante le reste de ma vie. Moi,
J'aime mieux vivre honnêtement. Sauf lorsque vous rendez visite à mon armoire. Je vous ai déjà dit, c'était pas pour l'argent, c'était pour me venger. J'en suis pas si sûre. Je ne suis pas du tout celui que vous croyez. Je sais pertinemment ce que vous êtes. Ça m'étonnerait. Vous oubliez que nous sommes semblables. Tout le monde le dit. Je sais ce que vous êtes, car je sais ce que je suis. Et qu'est-ce que vous avez? Vous êtes souffrant? Non, pourquoi? Votre bouche, elle est bleuâtre, presque noire. Prenez ce miroir, regardez-vous. C'est la deuxième fois. Comment la deuxième? Ça m'a déjà fait ça hier matin pendant que je me rasais. Je dois être malade. Vous vous sentez mal? Non, ça va. Est-ce que je sais, moi? Quand je marche, il faut que je mâchonne quelque chose. C'est peut-être la raison. Pris d'une vague inquiétude, ils gardèrent un silence gêné et hâtèrent le pas. Quelques instants plus tard, Maya s'aperçut avec soulagement que l'horrible lividité disparaissait et que Valchak recouvrait son apparence normale. Bientôt, comme ils approchaient du parc, ils rencontrèrent ces dames en compagnie du conseiller Chimchik. De nouveau en promenade. Et vous, de nouveau souligner que nous sommes de nouveau en promenade. Chacun est libre de frayer avec qui bon lui semble. Je le pense aussi. Il serait trop cruel de remettre à leur place les personnes qui ambitionnent de fréquenter la bonne société. Tu n'as pas faim, maman? Ma chérie, rentre à la maison et attends-moi dans ta chambre, j'ai à parler. Je te rejoins tout de suite. Bien, maman. Vous venez, monsieur Valchak? Madame Okolovska, je vous demanderai de bien vouloir tenir ma note prête pour ce soir. Je pars demain. Elle vous sera remise après le dîner, mademoiselle Vissisk. Pourquoi lui as-tu répondu de la sorte? Tu l'as terriblement vexée. Elle a réclamé sa note et part demain. Je suis désolée, mais elle en prend trop à son aise. Maya, cet orgueil n'a guère de sens, je le crains. Et dans notre situation, il est tout simplement dérisoire. Fût-il cousu d'or, je ne ferai rien pour la retenir, maman. Vous avez entendu ces sottes allusions? Je ne peux tolérer que n'importe qui se permette ce genre de réflexion. Mais tu te promènes avec n'importe qui dans la forêt. Vous aussi, maman, vous partagez son point de vue. D'abord, Valchak n'est pas n'importe qui. Il est meilleur que moi. Mais, que veux-tu dire? Meilleur, il me bat au tennis. Ensuite, c'est un brave garçon, mais guère plus qu'un serviteur. Et vous me soupçonnez d'un flirt avec lui? Maya, ma chérie, je ne sais pas, peut-être as-tu raison. Mais les gens ont une autre façon de voir. Je n'en veux pour preuve que ces remarques à elle. Je t'en prie, fais-le pour moi. Renvoie ce garçon sous le premier prétexte. Certainement pas. Je refuse de prendre en considération ces incroyables... Mais quelle insulte! Je m'étonne que vous ne compreniez pas, maman, ce que ces soupçons peuvent avoir d'offensant. Valchak restera un point, c'est tout. Maya, voyons, ma chérie. En voilà assez. Madame Okolovska n'essaya même pas de la retenir. Elle connaissait trop bien sa fille. Fort heureusement, ce fâcheux incident fut d'autant plus vite oublié que mademoiselle Vissisk renonça finalement à partir, et que peu de temps avant le dîner, Christine Lenieka, une amie d'enfance de Maya, accompagnée de son fiancé Gustav Zalewski, se présenta au manoir. Leur arrivée créa la diversion attendue, et le dîner prit un air de fête improvisé. Ainsi, jeune homme, vous faites votre droit. Oui, monsieur, c'est ma dernière année. Avez-vous entendu parler du professeur Grezniewski? Bien sûr, c'est mon professeur de droit pénal. Savez-vous que je l'ai très bien connu? Et nous avons, pour ainsi dire, fait nos études ensemble. Regardez ma chère qui vient de rentrer dans le salon. Monsieur Kolavitsky en personne. En voilà un qui arrive au bon moment. Oh, je voulais te voir, Maya. Pourquoi n'es-tu pas au château? J'ai à te parler. Bien, mais pas maintenant. Plus tard. Si nous allions nous promener, la soirée est si belle. Oui. Vous aussi, monsieur Valchak, vous venez avec nous. Moi, non, j'ai sommeil. Oh, vous aurez tout le temps de dormir plus tard. D'ailleurs, vous pourrez vous rendre utile, ne serait-ce qu'en portant nos paletots. Il fait encore trop doux pour se couvrir, mais il risque de faire plus frais dans la forêt. Chris, Gustave, donnez vos manteaux à monsieur Valchak. Maintenant, voyons, je prendrai celui de Chris et le mien. Monsieur Valchak peut tout porter. Vous nous privez de l'honneur et du plaisir de vous offrir nos services. Venez, on emmène les chiens. À tout à l'heure. La sorte. Tu aurais pu le blesser.
Allons donc, le cuir épais ne craint rien. Que veux-tu dire? Il n'a pas l'épiderme sensible. Maya, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Que s'est-il passé? Tu as changé. Qu'est-ce que je sais? Qui c'est Valchef? Mon entraîneur. Mais encore? J'en sais pas plus que toi, où il a été élevé, ce qu'il faisait, qui il fréquentait, va savoir. C'est un être fruste, une nature farouche restée en friche. Tiens, comme cette touffe de broussailles au bord de l'eau. Autant chercher à savoir ce que cache ce buisson, des fleurs, des grenouilles. Je suis sûre que tu exagères, Maya. Tu dis beaucoup de mal de ce garçon, me semble-t-il. Pourquoi exagérerais-je? À quoi penses-tu? Crois-tu que... Est-ce que je sais? Voyons, dis ce que tu penses. Je te trouve bizarre, c'est tout. S'est passé quelque chose? Non. Rien. Parle-moi plutôt de toi et de Gustave. Tu l'aimes? Oui. Je suis amoureuse. Et lui? Bah lui aussi. Dès qu'il aura fini ses études, nous nous marierons. Ses parents sont des amis de mes parents. Ce sera comme une famille qui s'agrandit. Chaque jour, il me semble que ce n'est pas vrai parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Mais t'as des larmes sur les joues? Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Mais non. Ce ne sont pas des larmes. C'est la rosée qui est tombée d'une branche. Gustave! Venez! Chris est furieuse que vous la délaissiez. C'est vrai, ma chérie? Je vous laisse. Profitez bien de cette belle soirée, hein. Elles ne sont pas si fréquentes. L'heureux couple. Pourquoi ne puis-je aimer ainsi? Simplement, paisiblement, heureusement. Comme elle le regarde tendrement. Et si je regardais Valchak avec ces yeux-là? Oh, seulement pour tenter l'expérience. Personne ne me verra. Il fait trop sombre. Histoire de m'amuser. Voir si la chose est possible. Oh, regardez, un écureuil! Il m'a filé entre les jambes, tenez, il s'est réfugié dans ce platane. Entourons l'arbre, comme ça il pourra pas s'échapper. Je vais l'abattre avec mon revolver. Oh non, Henri, ne tirez pas! Mais pourquoi voulez-vous tuer cet animal? Jamais 203. Encore un coup, la prochaine fois je le raterai pas. Attendez, je vais monter dans l'arbre. Je vais l'attraper vivant. Tant pis si je vous blesse. Assez! Ça y est! Ah, hop, ça y est! Je l'ai! Hop, Vous n'avez rien? oh. Dans ma chute, j'ai failli l'étouffer. Oh, l'adorable petite bête! Comme c'est doux! Je le relâche? Non, non, encore un moment. Oh, c'est adorable. Ramenons-le. Nous le lâcherons dans la maison pour voir ce qu'il fera. Je l'aurais plutôt remis en liberté. Venez, rentrons. Je suis sûre que c'est un bon garçon, Maya. Regarde, comme il caresse ce petit écureuil. Quand on aime ainsi les animaux, on ne peut être foncièrement mauvais. Crois-tu? Regarde plutôt comme cette bête a peur de loup. Tiens, j'ai une idée. Je vais lui proposer quelque chose, on verra bien. À quoi penses-tu? Laisse-moi faire. Vous seriez capable de tuer cet écureuil? Sans raison? Certainement pas. Et si je vous le demandais? Pourquoi? J'ai parié avec mon ami que si je vous le demandais, vous le tueriez. Alors? Alors? Oh, mais c'est de la barbarie! Mais qu'est-ce qui vous a pris de jeter cet animal contre cet arbre? Vous l'avez tué! Il m'avait mordu! Vous n'êtes qu'une brute! Laissez! Je vais le rattraper! Donc vous êtes ainsi? Et vous, voilà donc ce que vous êtes! Il la frappa alors avec violence. Elle se débattit avec rage. Les coups commencèrent à pleuvoir.
Chacun semblait vouloir détruire l'autre, le tuer, le supprimer, l'anéantir et donner ainsi libre cours au féroce acharnement qu'ils s'étaient découverts l'un contre l'autre. Il eut le premier peur, d'elle ou de lui-même, et prit la fuite. Maya resta au sol, haletante et sans force. Enfin, elle se remit sur ses pieds et le visage en sang, les vêtements en lambeaux. Désespérée, humiliée, épouvantée, elle revint au manoir par des chemins détournés. Parvenue dans sa chambre, elle s'enferma à clé et passa dans la salle de bain. Elle était couverte de terre et de sang. Une fois lavée, elle retourna dans sa chambre, éteignit la lumière et se mit au lit. Elle resta allongée dans l'obscurité, les mains sous la tête, le regard fixe, écrasée de tristesse. Elle ne faisait aucun reproche à Valchak. Elle s'étonnait seulement qu'ils fussent ainsi tous les deux. Plus tard, elle ne savait si elle avait dormi ou si un bruit l'avait réveillée. Mais elle prit conscience que quelqu'un forçait sa porte. Comme dans un mauvais rêve, elle vit bientôt la porte céder et Valchak pénétrer dans la chambre. Elle ne fit pas un geste. Elle ne se sentait aucun droit de rien lui interdire, puisqu'elle était comme lui, semblable à lui. Il s'approcha de l'armoire et, sans accorder la moindre attention à Maya, pas le moindre regard, il ouvrit le tiroir qui contenait l'argent et s'empara tranquillement des billets. Une fois qu'il fut sorti, Maya se leva, ramassa quelques coupures de 100 zloty qu'il avait laissé tomber, puis, comme complice du garçon, alla refermer le tiroir. Tandis qu'après avoir dérobé l'argent contenu dans l'armoire de la chambre de Maya, Marian Valchak s'enfuyait du manoir de Polika. Grégoire, le valet du prince Olchanski, révélait au professeur Skolinski les mystères du château de Misloch. Voyez-vous, professeur, je ne sais pas grand-chose, mais à mon idée, il faut remonter à l'arrivée du petit François, valet de pied et surtout fils de monsieur, pour qu'on commence à parler de château hanté. Pardon, Grégoire, vous dites que le prince a eu un fils? Bien sûr, mais pas avec sa femme, celle qui est morte. Non, ce fils, il l'a eu d'une autre. Mais reprenons dans l'ordre. Il y a une 40aine d'années de cela, un gamin d'environ 12 ans s'est présenté au château avec une lettre pour le prince. Alors il m'a fait appeler dans son cabinet. Ah, Grégoire. Ce gamin me plaît. C'est un orphelin. Il n'a ni père, ni mère. Je le prends sous ma protection. Oui, donc une place à la cuisine. Et c'est comme ça que le garçon est resté au château. Il s'appelait François Sokorski, mais on chuchotait déjà un peu partout que c'était le fils du prince. D'ailleurs, il ressemblait à monsieur. De même qu'avec l'âge, il lui ressembla de plus en plus. Vous pensez bien que le garçon n'était pas le dernier à s'en apercevoir et qu'il finit par se mettre en tête de se faire reconnaître par le prince. Combien de fois n'est-il pas venu à la cuisine me dire que cette humiliante situation allait bientôt prendre fin? Finalement, un jour, il n'y tint plus et elle a trouvé le prince tout Jésus. Comment il fut reçu? Le prince entra dans une colère noire et le traita de tous les noms. François demanda pardon, jura ses grands dieux qu'il ne recommencerait plus. Monsieur lui permit de rester, et le garçon fit l'atout quelque temps. Seulement environ 3 mois plus tard, je m'en souviens comme si c'était hier, un jour il arrive à la cuisine avec un mauvais sourire. Le moment est venu de régler mes comptes. Régler tes comptes? Et avec qui?
Avec le prince. Mon père. Fais plutôt attention qu'il ne te chasse pas à coups de pied cette fois. Il ne me chassera pas. Même s'il le désire. Et pourquoi se gênerait-il? Parce qu'il m'aime. Ah ouais. Et il te manque une bonne volée de bois vert pour monsieur. Vous n'avez qu'à venir cette nuit dans ma chambre, Grégoire. Et vous verrez de vos propres yeux qu'il m'aime. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marsay. Avec Valchak, Miglen Mirchev. Maya, Claude Perron. Le conteur, Bernard-Pierre Donadieu. Henri Kolavitsky, Antoine Mathieu. Le prince jeune, Quentin Bayot. Le professeur Skolinski, Hervé Furic. Grégoire, Vincent Schmitt. Et Bernadette Le Sachet, Tonia Galiewski, Fred Ulysse, Vincent Dissèze, Jean-Claude Bourbeau, Jean-Paul Racodon, Chloé Réjon, Martin Amic. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Jason Taous, Augustin Cypriot, Claude Guerre. Tandis qu'après avoir dérobé l'argent contenu dans l'armoire de la chambre de Maya, Marianne Valchak s'enfuyait du manoir de Polika. Grégoire, le valet du prince Olchanski, révélait au professeur Skolinski les mystères du château de Miss Lodge. Intrigué, la nuit suivante, je suis allé me poster derrière la porte. Soudain, je vois arriver le prince, pieds nus, pour ne pas faire de bruit, une bougie à la main. Il s'arrête près du lit où dormait François, le regarde longuement, soupire, se murmure des choses à lui-même, puis voilà qu'il se met à caresser doucement les cheveux du garçon. Pendant ce temps-là, l'autre canaille restait couché à faire semblant de dormir. Quand il en a eu assez, il a fait un mouvement comme s'il bougeait dans son sommeil. Aussitôt, le prince s'est enfui. Alors François m'a appelé. Alors, vous avez vu? La nuit, quand il n'y a personne pour le voir, il m'aime. Mais le jour, il a honte. Parfait. Seulement, il va s'en repentir. Le cher papa. Misère, c'est alors que tout a commencé. Et que François a entrepris de se détruire lui-même par dépit contre le prince. C'est comme ça que le diable est entré au château. Il ne faut pas chercher plus loin. Que voulez-vous dire? Que le garçon faisait tout pour s'avilir. Et avec quel acharnement? Pour montrer au prince à quel destin il l'avait condamné. Il s'est mis à boire, à fréquenter les filles, à faire sans cesse du scandale et à s'abîmer la santé. Il ne reculait jamais devant le pire. Tout cela pour le plaisir d'entendre la nuit le prince s'approcher et verser des larmes de désespoir. Mais c'était encore trop peu, voilà qu'il s'est mis à prendre du poison. Du poison? Oui, du poison. Et j'étais assez bête pour ne pas oser le dire à monsieur. Je pensais que ça s'arrangerait. Et pourtant François dépérissait à vue d'œil, jusqu'au jour où le prince m'a demandé discrètement si je savais pourquoi il avait si mauvaise mine. Alors j'ai enfin lâché le morceau. D'où j'ai su. Le prince est devenu pâle comme un linge. D'une voix brisée, il m'a ordonné de le faire venir. Lorsque le garçon a été devant lui, il s'est jeté à ses genoux. François, mon enfant, viens dans mes bras. Où
tué mon fils. J'annoncerai la nouvelle à tout le monde. C'est trop tard. Il fallait me reconnaître tout de suite. Jamais je ne pardonnerai à mon père d'avoir eu honte de moi. Pardonne-moi, mon enfant. Non, ce n'est pas trop tard. Tu porteras mon nom. Tu hériteras de tous mes biens. Je t'en prie, ne refuse pas mon amour. J'en veux plus de votre amour. Moi, de l'amour, j'en ai pas. J'ai que la haine. Je me vengerai. Je me détruirai. Oui, je me tuerai. C'est horrible. Nous étions toujours à courir après lui, tremblant qu'il ne profite du moindre moment d'inattention pour se donner la mort. Mais j'ai trop parlé. Quoi bon remuer ces vieux souvenirs. Le passé, il faut le laisser reposer en paix. Vous savez bien, Grégoire, qu'il ne dort pas du tout. Le mal ne dort jamais. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de tout me dire. Et tout de suite. Nous manquions donc la garde à tour de rôle. Sans un moment de répit, Sainte Mère, il ne sut plus quoi inventer. Coup sur coup, il voulut s'enfoncer un couteau de cuisine dans le corps, sauter par une fenêtre. Il a même essayé de se fracasser la tête contre un mur. Un fou enragé, je vous dis. Alors le prince a décidé de l'enfermer dans la vieille cuisine. J'ai exécuté ses ordres. Le garçon est alors devenu fou furieux. Une bête n'aurait pas mordu ni hurlé comme il a fait. Aidé par le prince, j'en suis venu à bout et on l'a enfermé, alors on a établi un tour de garde. Moi le jour et le prince la nuit. François tournait dans la vieille cuisine comme un ours en cage, pendant que le prince faisait le pied de grue devant la porte et tentait de les raisonner. Sans doute le prince n'avait-il plus déjà toute sa tête. Ils restaient tous les deux des heures à discuter à travers la porte. Le prince suppliait, pleurait, criait, menaçait, et lui derrière la porte l'excitait et l'exaspérait, ricanant, braillant et blasphémant, à en perdre le souffle. Enfin un jour, c'était des semaines plus tard, le prince m'avertit d'arrêter toute surveillance, de ne plus aller le voir sous aucun prétexte. Il resterait seul avec son fils, qu'il me dit. Et seul, il le ramènerait à la raison. Que pouvais-je faire? J'ai obéi. Quand je demandais de ses nouvelles, le prince répondait invariablement que tout était en bonne voie. Seulement au bout d'un certain temps, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis confectionné un passe. Et la nuit, pendant que le prince dormait, je me suis glissé chez François. La porte de la vieille cuisine était ouverte. Pas de trace de François. J'ai couru avertir le prince. Alors il m'a dit avec un drôle de sourire que François était parti en voyage, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que le prince n'avait plus toute sa tête. Impossible de savoir ce qui s'était passé entre eux. Voilà. À présent, je vous ai tout dit, professeur. Reste à savoir quel est le lien entre ce que vous venez de me raconter et les mystérieuses contractions de la serviette. Quand avez-vous remarqué que la vieille cuisine était hantée? Pendant longtemps, je n'en ai rien su. Le prince avait fermé la porte et interdit d'entrer sous prétexte que François allait sous peu nous revenir. Il m'a fallu un certain temps pour m'apercevoir que le prince cachait quelque chose. Il avait peur. Enfin, un jour, il m'a appelé pour me montrer la serviette. Il devait douter de ses sens et vouloir être sûr qu'elle bougeait vraiment. D'abord, je n'ai pas trop su quoi m'en tenir et j'ai voulu la retirer de la patère où elle était suspendue. Mais alors le prince s'est mis à crier et il m'en a empêché. Et puis après, il s'est enfui. Ma foi, moi aussi, j'ai pris peur et sans demander mon reste, j'ai filé. Je suis resté de longues années sans y retourner. Alors le bruit a commencé à se répandre que le château était hanté. D'où les gens le tenaient-ils? Dieu seul le sait. Puis il y a eu ce monsieur Rudzansky qui est venu me trouver. Cette histoire de château hanté l'amusait. Il m'a demandé à passer la nuit dans la vieille cuisine. Je l'ai laissé faire. Au matin, je l'ai retrouvé tapis dans une soupente. Il m'a même pas reconnu. Ensuite, on a dû l'enfermer. Il avait dû voir quelque chose. Et il n'a pas supporté. Plus tard encore, la même chose s'est passée pour le fils du cuisinier. Voilà toute l'affaire. En tout cas, que monsieur le professeur s'en soit sorti, lui,
C'est un grand prodige. Merci, Grégoire. Savez-vous si le prince a mis M. Kolavitsky dans le secret de ces événements? Non. Le secrétaire ne sait rien. Sinon par oui dire. Alors, une dernière chose, Grégoire. N'auriez-vous pas entendu parler d'un signe? Une fois seulement. C'était du temps de Madame Ziolkowska, la gouvernante du prince. Monsieur avait attrapé la grippe et elle lui avait apporté son repas dans sa chambre sur un plateau. Toujours est-il qu'en la voyant, le prince s'est mis à crier « Le cygne, le cygne, le cygne ». On aurait dit qu'il la prenait pour une apparition. Du coup, elle a pris peur et quitté le château sans demander son reste. Savez-vous où elle habite à présent? Enfin, je n'en sais rien. Il faudrait absolument pouvoir rentrer en contact avec elle. Si nous connaissions ce signe, nous pourrions peut-être aider le prince à retrouver ses esprits. Bien. Pour l'instant, je crois que je vais aller lui rendre visite. Que monsieur prenne garde. Le secrétaire peut revenir d'un moment à l'autre, sans compter que le prince va être effrayé en voyant monsieur qu'il ne connaît pas. Ne vous inquiétez pas, Grégoire. J'ai déjà rencontré le prince. C'est toi, Henri? Oh, voyons. Je ne vous dérange pas. Ah. Au contraire, je vous en prie. J'allais mettre de l'ordre. Il faut que je range un peu tout ce fouillis. Vous ne me dérangez pas, le moins du monde. Je continuerai, si vous permettez. Ce ne sera pas une tâche facile, prince. Quelques farnards. Certes, certes. Et si je vous aidais à ranger un peu? Non, je vous remercie. Je réfléchissais à la façon de procéder, mais je ne sais pas. Je ne sais pas par quoi commencer. Je suis vraiment désolé de vous ennuyer avec moi. Mais pas du tout, prince. Pour ma part, je vous conseillerais de commencer en partant de ce coin, puis de poursuivre graduellement vers la droite le long des murs. En partant de ce coin, vous avez raison. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ce coin et pas un autre? C'est celui qui est le plus près de votre lit. C'est juste. Et si vous me permettez, prince, nous pourrions nous y mettre tout de suite. Tout de suite? C'est que... Comment savoir ce qui peut encore servir? Non, il vaut mieux ne toucher à rien, ne rien jeter. Ah, ce n'est pas si facile. Et en effet, comme vous, je pense que tout peut servir. On ne sait jamais. Vous voyez? Mais ce n'est pas une raison pour garder dans sa chambre un pareil bric-à-brac. De quelle utilité peut-il être pour vous, prince, si vous ne pouvez rien retrouver? Je serais d'avis de classer ces objets selon leur nature et de les entreposer dans la pièce voisine. De cette façon, on ne jette rien et tout est en ordre. Savez-vous que c'est une idée? Que faites-vous ici, professeur? Voyons, inutile de crier, Henri, nous faisons des rangements. Et ce monsieur a été assez aimable... Sortez! Mais Henri, pourquoi se mettre en colère? Non, restez, monsieur. Vous voyez cette cravache, prince? Alors ne m'obligez pas à m'en servir! Et cessez vos caprices. Et vous, professeur, suivez-moi. Oh, prince. Henri, d'où Jésus? Devant le prince. Les étrangers lui fatiguent les nez. Ah, vous avez dit cela, Raymond? Vous allez quitter le château sur le champ! Votre présence est désormais indésirable. Vous saisissez?
Et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Au cas où vous chercheriez à me nuire, je connais des moyens radicaux, à bon entendeur. Je pars. Mais, à votre tour, écoutez. À votre place, je renoncerai à tous mes projets et je m'enfuirai le plus loin possible. Je serais curieux de savoir pourquoi. Vous savez très bien de quoi je parle. À cause de la vieille cuisine. Des bêtises! Je vous promets que ce ne sont pas des bêtises et que le danger n'est que trop réel. Assez de fadaises et déguerpissez! Vous permettez? Que faites-vous ici, prince? Retournez dans votre chambre. Ai-je bien entendu? Quelqu'un devrait déguerpir? Oui, prince. Je vais devoir partir. Puis-je savoir pourquoi, monsieur? Parce que je le veux. Et depuis quand mes gens disposent-ils de mon château? Je crains que si vous persistez dans ces dispositions, vous ne soyez le premier à quitter les lieux. Monsieur Kolavitsky. Je vous prie de m'excuser, mais... Vous êtes mon hôte, monsieur. Je vous demande de rester. Et vous supplie de ne pas prêter attention à l'incorrection de mes gens. J'y mettrai bon ordre. Vous ne pouvez partir. Votre aide m'est absolument indispensable. Le château est envahi de vieilleries, ne serait-ce que ma chambre. J'étouffe dans ce fouillis, je m'y noierai. Ma santé n'y résistera pas. Vous devez venir à mon secours, j'en tomberai malade. Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Le prince s'est évanoui. Portons-le dans sa chambre. Vous, hors d'ici. Vous avez 5 minutes pour quitter le château. Je vous demande pardon, je ne partirai pas. Vous avez entendu ce que le prince a dit? Je suis son hôte. Les paroles d'un démon ne comptent pas. S'il est vraiment, il faut le placer sous tutelle. Pour le moment, je suis ici et j'y reste. Je ne quitterai le château que lorsque le prince me le demandera expressément. Excusez-moi, monsieur le secrétaire. Une lettre pour vous de Madame Bokolovska. Donnez. Venez tout de suite à Polika. Maya a disparu. Je suis très inquiète. Si quelqu'un avait demandé à Maya pourquoi elle s'était enfuie, elle aurait bien été incapable de donner une réponse précise. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait rester plus longtemps à Polika et qu'avant tout elle désirait revoir Walczak ne serait-ce qu'une seule fois encore. Comme elle était presque certaine qu'après le vol de l'argent il s'était rendu à Varsovie, elle s'était fait conduire à la gare par le garçon d'écurie pour prendre le premier express à destination de la capitale. Dès qu'elle fut installée dans le train, elle se mit à écrire une lettre à sa mère. Ne m'en veuillez pas. J'ai emporté l'argent et ne reviendrai pas de sitôt. Ma décision est prise et je vous demande de ne pas partir à ma recherche. Je me suis enfuie seule. Je vous en donne ma parole d'honneur. Je désire être indépendante et vivre une autre vie. Je souhaite que personne, et surtout pas vous, maman, ne m'observe en ce moment et ne se fasse du souci pour moi. Je dois vivre quelque temps à l'écart, parmi des étrangers. Faites savoir à Kolavitsky que nos fiançailles sont rompues. Inventez quelques fables à l'intention des autres pour expliquer mon départ. Ma petite maman, je mesure ce que signifie pour vous mon départ. Mais il est nécessaire. Je dois découvrir qui je suis, réellement. Savoir enfin quelle est ma nature.
Je crains d'être pire que je ne le pensais. Bien pire. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse 1000 fois. Et sachez que je vous ai toujours aimé. Plus que vous ne l'imaginez. Simplement, je n'ai pas su le montrer. Maya. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marcet. Avec Maya, Claude Perron. Le conteur, Bernard-Pierre Donadieu. Grégoire, Vincent Schmitt. Le prince, Pierre Bayot. Le professeur Skolinski, Hervé Furic. Henri Kolavitsky, Antoine Mathieu. Le prince jeune, Quentin Bayot. François, Martin Amic. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Jason Taous, Augustin Cypriot, Claude Guerre. Il y a bien assez de place pour deux. Tu peux habiter ici tout le temps que tu veux. Mais qu'est-ce qui t'amène à Varsovie? Je me suis enfuie de chez moi. Enfuie? Quelle histoire? Je me suis fâchée avec ma mère et j'ai rompu avec Henri. Mais pourquoi? Tu es folle? C'est lui qui t'a mise dans cet état? Tu es couverte de bleu. Une scène de jalousie. Alors je m'étonne plus que t'aies rompu. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, il faut que je me débrouille toute seule. Bah, ce sera pas difficile. Tu as changé. Toi aussi, t'as changé. Ses contusions s'étant atténuées au cours de la nuit, et son visage ayant repris une apparence normale, Maya, dès le lendemain, fit une visite au club de tennis auquel elle appartenait. Elle espérait que Valchak s'y était peut-être rendu. Non, crois pas mes yeux, Maya. Ici. Tu es venu pour le match? Quel match? Comment? Tu sais pas? Dans 15 jours, nous rencontrons les Hollandais pour la Coupe Davis. D'où sors-tu, fillette? Tu dois être au courant de rien. J'ai été retenu à Polika. Le terrible qui est là? Dans son bureau, je crois. Quel nom dis-tu? Marianne Valchak. Effectivement, un garçon de ce nom s'est présenté hier soir, il a demandé à me parler. Comme je n'étais pas là, on lui a dit de repasser dans 2 jours. Est-ce que par hasard, il aurait laissé son adresse? Ma foi, je ne crois pas. C'est un ami à toi? Non, une vague connaissance. Oh, c'est pas grave. Je vous demandais cela à tout hasard. Il voulait s'inscrire au club et m'a demandé d'appuyer sa demande. Mais il ne m'est guère possible de le recommander. En quittant Ritzvinski quelques instants plus tard, Maya était très satisfaite. Après ce qu'elle venait de lui dire, Valchak n'avait plus aucune chance d'être engagé au club. Et c'était avant tout ce qu'elle souhaitait. Ce soir, ce serait bien que tu viennes avec nous, Maya. Nous sortons avec les nouvelles connaissances d'Isa, des industriels de Katowice. On ira danser. Madame Alinska sera avec nous. Qui est-ce? Une grande amie à moi. Elle te plaira sûrement. Alors c'est oui? Il serait bon que tu fasses sa connaissance. Elle peut t'aider à trouver du travail. Elle a beaucoup de relations. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette soirée?
Tout ça me paraît pas très net. Pas net, c'est le mot. Maya, donne-moi ta parole d'honneur que tu garderas le secret et je t'expliquerai tout. J'ai ta parole? Oui. Vois-tu, Madame Alimska, que nous appelons entre nous la présidente, a eu l'excellente idée de fonder une sorte d'association d'aide mutuelle. Ne va pas imaginer Dieu sait quoi alors qu'il n'y a rien de mal. Ah, peut-être. Mais toutes ces jeunes filles, tous ces hommes riches... Ces hommes riches, comme tu dis, sont simplement des industriels qui passent à Varsovie et qui veulent se distraire. Sans nous, ils seraient condamnés à fréquenter des entraîneuses ou pire, alors qu'il n'est d'amusement de qualité qu'entre gens du monde. Alors ils apprécient notre compagnie et nous, on se distrait. Et Madame Alimska, dans tout ça, quel est son rôle? Comment te dire? Elle a réussi à former une équipe de jeunes filles de bonne famille et une réunion de jolies femmes possède une grande force d'attraction. Nous jouons un peu le rôle d'appât, si tu veux, voilà tout. Sans elle, rien ne serait possible. Finalement, cela lui permet de nouer des relations dans les sphères influentes et à l'occasion de servir d'intermédiaire entre personnes qui cherchent à traiter ensemble. Sans compter que l'excellente réputation dont elle jouit nous protège de toute compromission. Vous recevez de l'argent? Pas vraiment. Et si parfois elle nous en donne, c'est qu'on lui rend service. Il n'y a là rien de mal. Elle nous aide simplement à subvenir aux mises de fonds indispensables, car nous sortons souvent et devons veiller à être élégantes. Chacun y trouve son compte. Si j'ai un conseil à te donner, tu devrais laisser tomber. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Nous ne faisons rien de mal, sans compter que si tu veux du travail, la présidente pourrait facilement t'en trouver. Tu lui as beaucoup plu. Elle n'a pas voulu en parler devant toi, mais tu as fait sa conquête. Elle s'intéresse beaucoup à toi. C'est une occasion à saisir. Bien. Dors-moi. Tu as raison. Dors-moi. Dès demain, j'irai la voir pour savoir si elle peut faire quelque chose pour toi. Tu as gagné. J'arrive de chez la présidente. Elle a dit que tu étais la mieux de nous toutes. Que tu avais un charme exceptionnel. Et comment a-t-elle dit? Qu'on trouvait tout en toi. L'enfant, la grande dame, la vampe, la jeune fille de bonne famille. Et même la fille du peuple. Et entendre un tel compliment de sa bouche, ce n'est pas si fréquent. En tout cas, une chose est sûre. Figure-toi qu'elle se propose de te faire rencontrer un certain Malagnac, un richissime financier américain de passage en Pologne. Il est dans la production automobile. Enfin, quelque chose comme ça. Je ne sais comment te remercier. Que serais-je devenue sans toi? Depuis ces quelques jours où il était à Varsovie, Marianne Walczak, désœuvrée, ressassant à longueur de journée ce qu'il venait de vivre, attendait avec impatience son rendez-vous avec le responsable du club de tennis. Chaque fois qu'il repensait à la manière dont il s'était battu avec Maya, son sang se figeait, tant il s'était senti près de la tuer. Par contre, il n'éprouvait aucun regret d'avoir volé l'argent. Sa survie dans la capitale en dépendait. Enfin, le jour du rendez-vous arriva. Tous des champions. Un peu plus de nerfs. J'ai vu leurs photographies dans des revues. Oui, ils jouent bien. Pourtant, leurs balles ne sont pas absolument impossibles à reprendre. Ils commettent beaucoup de fautes. Je suis sûr qu'opposé à l'un d'eux, je ne démériterai pas. Je me concevrais peut-être qu'un 6-4 ou un 6-3. Pardon, monsieur. Oui. Si vous voulez bien me suivre, monsieur Rudzinski vous attend. Voilà. Allons. J'arrive de province et je sais que le club cherche des forces neuves. Je souhaiterais être mise à l'épreuve. Oui, c'est que cela ne se fait pas comme ça. Il
faudrait d'abord Voilà. que vous déposiez une demande d'admission et qu'elle 15 soit ans. contresignée par 2 membres. Ah, mais je ne connais personne au club. Je voudrais être admis tout de suite. Pourquoi devrions-nous faire une exception pour vous? Parce que je joue bien. Vraiment? Oui, je pourrais même tenir ma place dans le match contre les Hollandais. Rien que ça. D'où il sort ce phénomène? Alors, Rebelle tient en face son partenaire pour le match contre la Hollande. Allons, mesdames, messieurs. Vous avez déjà participé à un quelconque championnat? Jamais. Avez-vous au moins rencontré un joueur connu? Non, mais je joue bien. Comment pouvez-vous le savoir 15, si vous 30. ne vous êtes jamais mesuré à un joueur convenable? Laissez-moi vous montrer ce que je sais faire. Bon, mais à une condition. Vous allez faire 3 jeux. 3 jeux? Tiens, avec toi, tu es d'accord, Klonovic? D'accord. Et si vous perdez, vous ne vous entêterez plus. Ce n'est pas pour vous faire de la peine, mais il faut au plus vite vous ôter ces idées de la tête. Arrêtez! Laissez la place. Allez, à vous deux. Ready? Ready. Voilà. Il n'est pas de taille. Son jeu manque de précision. Un joli coup, là. Ouais. Joli coup. À la fin, malgré 1 ou 2 coups exceptionnels, Walczak perdit les 3-7. La tête vide, il quitta le club pour se réfugier aussitôt dans un bar de la rue Pulaska. Comment 3 vodkas, j'en ai bu 4. Qu'est-ce que vous avez à rire? C'est que la 4e, c'était la mienne que vous avez. Ah bon? Raison de plus pour que je me paye. Ah, excuse, elle était à moi et je la paierai. Alors, j'offre une tournée. Ah, ça, Hein? c'est autre chose. Je me présente. Évariste Pitinski. Marian Walczak. 2 vodkas. En fin d'après-midi, devenus les meilleurs amis du monde, Pitulski proposa d'aller faire un tour dans le square voisin du café. Moi, figurez-vous, j'étais coiffeur pour dames. Oh, quel métier! Ah, bah, croyez-moi, c'était... et vous, non, sans vouloir être discret, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas de travail. Non, mais attends, de quoi vivez-vous? Comme ça vient. Et vous? Moi? Ah bah, on se débrouille, hein, c'est tout. Oh, là, mais qui c'est je vois là-bas? Un petit pantalon et une femme dessus. C'est exactement ce qu'il nous faut. Oh, et qu'est-ce que je vois près d'elle? Un sac à main. Et tu vas t'asseoir près d'elle, hein, juste à côté, tu t'occupes un peu, là, et moi, dans un... Pas tout de suite, hein, et pendant que tu discutes avec elle, je viens m'intéresser à sa musette. Vous êtes seule, mademoiselle? Oh, pardon. Excusez-moi. Vous pleurez? Je vous laisse. Ça va passer, c'est rien. Vous voulez que je reste? Oui, je veux bien, peut-être avec quelqu'un, je m'arrêterai de pleurer. Mais pourquoi vous pleurez? Je me suis fâchée avec mon fiancé. Pour de bon? Pour toujours. Ah. Et pourquoi vous vous êtes fâché? Il m'a lâché pour une autre. Maintenant, j'ai plus personne, je me retrouve toute seule. Oh, ça, messieurs. Alors, vous fichez le camp. Ah bah, vous perdez la boule ou quoi? Ça va pas? Déquimpé, je vous dis. Voyez-moi ça. Oh, mais quel blanc-bec.
Mais arrogant avec je constate qu'un honnête homme ne devrait jamais accorder sa confiance. Allez. Vous avez vu, il aurait pris votre sac. Heureusement, vous étiez là. Eh oui. Je m'appelle Julie Novak. Je viens d'un village à côté de Plock. J'ai eu du mal à m'habituer à vivre ici, à Varsovie. Ah, j'espère que vous avez du travail au moins. Oui, je suis serveuse dans une pâtisserie. Et vous? Oh, pour le moment, rien. Ça, c'est pas drôle. Et c'est quoi votre métier? Moi, serveur. Mais alors, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. J'ai une amie qui travaille dans un bar. Elle m'a dit qu'ils ont besoin de quelqu'un. Ah ouais? Elle m'aime beaucoup. Si la place est encore libre, ils vous prendront. Ils se fixèrent rendez-vous pour le lendemain. Mais à peine séparés, Valchak comprit qu'il ne pouvait la revoir. À quoi bon? Elle n'était pas Maya. Le souvenir de la jeune fille l'obsédait. Jamais il ne s'était encore rendu compte à quel point il l'aimait. La violence de ses réactions dès qu'il s'agissait d'elle l'effrayait et demeurait une énigme. Il ne comprenait pas non plus le comportement de la jeune fille à son égard. Leur relation était si éloignée de la normale qu'il se sentait perdu. Après une nuit traversée de rêves pénibles, il décida malgré tout d'aller au rendez-vous. La pensée que Julie aurait de la peine lui était insupportable. Il ne pouvait se résoudre à lui faire du mal. D'ailleurs, c'était une occasion toute trouvée de tout oublier et de recommencer une nouvelle vie. 1 heure plus tard, il comptait déjà parmi les employés du bar. Pour remercier Julie, il l'emmena déjeuner dans le jardin d'un modeste restaurant du boulevard de Cracovie. Comme il se sentait loin alors du Valchak qui se battait dans la forêt. Avec Julie, il n'avait pas le sentiment d'une infériorité. Il n'avait pas à craindre qu'elle se moquât de lui. Il la comprenait. Il était bon pour elle, et il savait qu'elle l'était aussi pour lui. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marcet. Avec Valchak, Miglen Mirchev. Maya, Claude Perron. Le conteur, Bernard-Pierre Donadieu. Et Agathe Chouchan, Pierre-Jean Pagès, Guy Lamarck, Frédéric Lebray, Emmanuel Fernandez, Nicolas Gonzalez, Christian Ruchet, Jean-Claude Bourbeau, Jean-Paul Racodon, Tonia Galiewski, Bergamote Ebrard, Mehdi Daouki, Jérémy Delimboeuf, Anne Caillère. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Jason Taous, Augustin Cyprio, Claude Guerre. Voilà. Chère Madame Tsiolkovska,
Avez-vous un souvenir précis du jour où le prince vous a parlé d'un certain signe que vous auriez fait? Ah oui. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Le prince avait la grippe et gardait la chambre. J'entre avec le café. Oui, j'apportais le café. Ou alors peut-être c'était le plateau. Oui, le plateau. Plutôt que le café. Couché, là, gentil. Non, c'était le café. Enfin, voilà un petit pas. Que le prince se met à crier, mais dans tous ses états. Le signe. Il me prenait pour un revenant. Mais justement. Quel signe avez-vous fait? Moi, j'en sais rien. Est-ce que j'ai bougé le bras, j'ai hoché la tête, est-ce que j'ai grincé des dents? Je sais pas. Essayez de vous souvenir, c'est très important. Voilà, couchez. Gentil. J'ai beau me creuser la cervelle, je vois pas du tout ce que j'ai pu faire. Surtout pour le mettre dans un état pareil. Tu vas arrêter, William. Déçu, le professeur prit congé d'elle et regagna discrètement Miss Lodge, où il se remit aussitôt au travail. Que de merveilles n'avait-il pas déjà mis à jour? Le cœur battant, Kolavitsky insistait à ses découvertes, tout en soupçonnant le professeur, sans trop savoir pourquoi, de s'être rendu maître de certains secrets concernant la vie du prince. Quels étaient ces secrets? Les avait-il percés lors de son séjour dans la vieille cuisine? Il l'ignorait. Cependant, tout en réfléchissant sans cesse à ces questions, il se torturait aussi l'esprit pour trouver le moyen de regagner la confiance du prince. Un incident lui donna une nouvelle fois matière à réfléchir, lorsqu'un jour, en entrant dans la salle à manger à l'heure du déjeuner, il aperçut au mur 4 immenses portraits des princes Olchanski, revêtus des insignes des hautes charges qu'ils occupaient. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur le professeur a retrouvé des portraits des ancêtres du prince derrière des armoires et ordonné de les accrocher pour lui faire une surprise. Qui a accroché cela? C'est moi, prince. J'ai retrouvé ces portraits en mettant de l'ordre et je me suis permis de les placer ici. Sans doute. Celui-ci, c'est Joseph Olchanski. Voici Georges, châtain de Msilolo. Et là, c'est le staroste de Pinsk. C'est une excellente idée, professeur. Ce château est une demeure trop vaste pour les seuls vivants. Je suis le dernier de la lignée. Non. Emportez-les. Je ne veux pas qu'ils m'observent ainsi. Replacez-les où ils étaient. Et d'ailleurs, je ne suis pas le dernier. J'ai un fils, moi aussi. C'est mon fils. Encore une petite semaine de sous-traitement et le pauvre vieux deviendra fou et lié. Je pense que non. De tels chocs provoquent souvent d'excellents résultats. J'ai bon espoir de voir le prince bientôt guéri. J'ignorais que le prince eût un fils. Personne ne m'en avait soufflé, moi. Bon, il ne faut guère ajouter foi à ce qu'il peut déclarer au cours de ses crises. De toute façon, il faut décrocher les portraits. Grégoire, vous les remettrez où ils étaient. Il vaut mieux les laisser pour le moment, Grégoire. Nous verrons bien. Certes, vous êtes l'hôte du prince, mais cela ne vous autorise nullement à donner des ordres. Grégoire, vous avez entendu ce qu'a dit le prince. Veuillez enlever immédiatement ces portraits. Faites comme vous l'entendez, jeune homme. Je ne réponds pas de vos actes. Vous feriez mieux d'abandonner ce ton protecteur avec moi. Je ne suis plus un enfant, et puis vous assurez que je ne me laisserai pas effrayer par des esprits. Et pourtant, vous en avez peur. Croyez-vous? Alors, pourquoi n'enlèveriez-vous pas la serviette de sa patère? Puisque cela n'a aucune importance pour vous, puisque vous ne tremblez pas et ne redoutez rien. Quoi de plus simple que d'aller l'acheter?
Pendant ce temps, à Varsovie, Madame Halimska ayant tenu parole, Maya rencontrait le richissime financier Malagnac, à l'hôtel Bristol. C'était un homme âgé, au teint blême, qui marchait avec difficulté. Il était accompagné d'une femme vêtue avec élégance, la marquise Dimidli, sa nièce. Alors pour moi, 2 œufs à la coque bien frais et un petit pain. Pour moi, une bentade. À quoi bon? Mieux vaut que tu prennes une omelette au petit pois avec chocolat. Et pour mademoiselle? Je prendrai peut-être moi aussi une omelette. Un instant. Donnez-moi la carte. Ah. Non. Pour commencer, vous allez prendre du caviar, ensuite la patate au mori, et pour finir, une coupe de fruits flambés, beaucoup de chantilly, voilà. Bon, allez, hop. Merci beaucoup, mais vraiment, je n'ai guère faim. Et quoi? Auriez-vous déjà mangé? Pour tout dire, je viens de prendre le thé. Ce n'est pas bien. À l'avenir, vous devez venir déjeuner ou dîner en ayant très faim. Moi-même, je ne mange guère. Mon petit bébé. Car je suis malade. Mais en revanche, j'aime voir les autres manger avec appétit. Je ne pourrais jamais manger tout cela. Mais si, c'est délicieux. Bon, pour moi, j'ai fini, je vous laisse. Demain, veuillez venir disons, à 5 heures. Seulement faites en sorte d'avoir faim. Le mieux serait d'ailleurs que vous ne déjeuniez pas. Et en quoi doivent consister mes fonctions? Vos fonctions? Ah, oui, bon, d'abord attendre. Vous devez attendre que je vous appelle. Ensuite, manger. Nous verrons vous trouver d'autres fonctions si l'occasion se présente. Et maintenant, boire, veuillez vous installer dès aujourd'hui à l'hôtel. Il n'en est pas question. Hein? Comment? Et pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas dans mes intentions d'avoir faim, ni d'attendre, ni pour tout dire de rester à votre service. Ah bon? Bon, bah, vous aurez 200 zloty de plus, alors. Vous pourriez m'en donner 200 000 que je ne resterai pas, car vous êtes un mufle. Excellent. Vous me plaisez. Et je vous donne le double. Et il me semble, monsieur, que toute discussion est inutile. Je vous ai dit que je ne resterai pas et je ne resterai pas. Vous refusez une situation chez moi. C'est ce qu'elle vient de vous dire. Toi, marquise, ne te réjouis pas trop vite. Hein. Alors, mon petit, ne vous fâchez pas. Voyez-vous, je suis un rustre. Et de plus, je suis malade. Je n'ai plus devant moi beaucoup de temps à vivre, alors... pardonnez un vieillard. Vous voulez bien, n'est-ce pas? Il n'est pas facile de trouver quelqu'un comme vous, vraiment. Je vous fais des excuses. Je les accepte. Oui, bon, alors, allez, à demain. Alors, vous autres, aidez-moi dans le début. Vous avez su vous y prendre avec mon oncle. Continuez dans cette voie et vous pourrez bientôt tirer d'excellents profits de votre désintéressement. Je vous complimente, ma petite. Je ne suis pas votre petite. Oh, mon Dieu, vous êtes si jeune. Je ne voulais pas vous blesser. Mon oncle aime beaucoup ces petites créatures qu'il peut monter contre moi. Car je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais vous avez été engagé spécialement pour me provoquer. N'est-ce pas, mon petit bébé? Mange. Et c'est ainsi que Maya s'installa au Bristol et entra en fonction comme secrétaire personnelle de Malagnac. Son travail lui laissant beaucoup de temps libre, elle continua à parcourir la ville à la recherche de Valchak. Environ une semaine plus tard, par le plus grand des hasards, elle l'aperçut enfin. Il était occupé à servir des clients à l'intérieur d'un bar. Dissimulée sous un porche, elle fit le guet plus d'1 heure. Bientôt, elle vit une jeune fille qui s'arrêtait non loin d'elle. De toute évidence, elle aussi attendait quelqu'un. Maya eut comme un pressentiment. Et si c'était lui? Elle ne se trompait pas. Quelques instants plus tard, Valchak sortait et prenait l'inconnu par le bras, puis tous deux s'éloignaient. Une affreuse humiliation secoua Maya. L'idée ne lui était jamais venue que Valchak pût s'intéresser à une autre femme. Elle les prit en filature. Bientôt, elle remarqua qu'elle n'était pas la seule à suivre le couple. Un jeune homme brun, l'air d'un artisan, s'était également engagé derrière eux. Lui aussi, semble-t-il, avait remarqué Maya, car à plusieurs reprises, il lui décocha des regards furtifs. Alors que les deux autres empruntaient le pont Poniatowski,
Maya, qui ne voulait pas les perdre de vue, accéléra l'allure, fit un faux pas et tomba. Aussitôt, l'inconnu fut à ses côtés pour l'aider. Vous n'êtes pas blessé? Ah non, merci, ça va. Vous n'avez pas vu la marche? Non. On dirait que l'un comme l'autre, nous faisons attention à autre chose. Ça m'en a tout l'air. C'est elle qui vous intéresse? Et vous, c'est lui? Non. Alors il vous trompe avec ma fiancée. C'est votre fiancé? Je pense bien. Seulement, à un moment, j'ai fréquenté ailleurs et nous nous sommes disputés. Mais je lui ferai pas de cadeau, bon Dieu, ça fait 2 jours que je les piste. S'il la laisse pas tranquille, je lui expliquerai, moi. Surtout qu'il se permet d'aller au bal avec lui ce soir. Au bal? Eh oui, au bal de la sirène. C'est sa tante qui me l'a dit. Vous feriez bien d'y aller, vous aussi, pour la sticoter un peu. Et lui faire passer l'envie de se promener avec les fiancés des autres. Sinon, c'est moi qui lui dirai 2 mots. Oh, quelle foule de connaissances. Rien d'étonnant. C'est une fête de bienfaisance au bénéfice de je ne sais quel cours pour serveur. Ou quelque chose de ce genre. Drôle d'idée de nous avoir entraînés dans un bal populaire, mademoiselle Okolovska. Vous ne trouvez pas cela amusant? Non, je me sens tout bête. Il y a vraiment trop d'employés les restaurants et les cafés que nous fréquentons. Sur leur lieu de travail, on est accoutumé à ne pas les remarquer. Mais ici, au fond, ils ont l'air tout à fait normaux. Moi, j'ai envie de danser. Moi aussi. Mais pas avec vous, messieurs. Il m'a semblé voir Andrachek, un des serveurs du café de Jersey. Je vais lui demander de m'inviter. Sûr de ne pas tomber amoureuse de lui. Oh, ce genre d'accident n'arrive qu'avec vous, messieurs. Pour nous autres femmes, les hommes de milieu inférieur n'entrent absolument pas en ligne de compte. C'est très intéressant ce que vous dites. Mais où est donc passée Maya? Je crois qu'elle est partie admirer les danseurs. Allez! Maya s'était en effet avancée dans la salle. Et soudain, elle avait aperçu Valchak qui dansait avec Julie. Le jeune homme aperçut Maya. Lorsque la danse prit fin, Maya fendit la foule et vint à la rencontre du couple. Marianne et Maya se regardèrent longuement sans dire un mot. Aussitôt, Julie se rendit compte que Marianne était perdue pour elle. Elle fondit alors en larmes et disparut dans la foule. Maya et Valchak restèrent seuls l'un en face de l'autre. Les lèvres de Maya ébauchèrent un sourire. Si vous avez honte d'être avec moi, je peux m'éloigner. Pourquoi aurais-je honte? Je ne suis pas fait pour vous. Il me semble au contraire que nous sommes faits l'un pour l'autre. Arrêtons-nous un instant ici. C'est un peu plus tranquille. Vous n'allez pas rejoindre votre amie? Elle vous attend, je suppose. Je suis très bien ici. J'ai souvent rêvé de vous. Et toujours de la même façon. Comment? Je vous voyais dans une salle blanche. Et dans un coin, je ne sais trop quoi, pendu à un clou qui bougeait. Et le tennis? Rien. On ne vous a donc pas pris au club? Non. Mais comment le savez-vous? J'y suis un peu pour quelque chose. Je suis allée voir les responsables. Je leur ai déconseillé de vous prendre. Vous avez fait cela? Lâchez ma main, vous me faites mal. Mais pourquoi vous vous acharnez contre moi? Pardonnez-moi de vous importuner, mais la présidente vous réclame, mademoiselle. Tsulk. Marianne Valchak. Enchanté. Enchanté. Je vous en prie, joignez-vous à nous, monsieur. Venez. Allons nous asseoir à la table de la présidente. Non. Misha. Allez, une petite. Allez. Oh non.
Permettez-moi, Madame Alminska, de vous présenter Monsieur Walczak, un ami de Mademoiselle Okolowska. Vous vous connaissez depuis longtemps? Oh, Marianne est une connaissance beaucoup plus ancienne que vous-même. J'ai l'impression, monsieur, de vous avoir vu quelque part. Peut-être au bar de l'Europe. Il y travaille comme garçon. Ah. Très bien. Quelques petits gâteaux, peut-être, monsieur? Merci. En quoi puis-je vous être agréable? Non, vraiment, non, je vous remercie. Une coupe de champagne. Garçon? Garçon? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Ces gens du peuple sont infréquentables. Cessez de vous emporter, je vous prie. Je ne m'emporte pas, je ne fais qu'exiger un service convenable. Eh bien, exigez-le de manière convenable, monsieur Soulk. Je vous prie de noter que j'ai horreur qu'on me fasse ce genre de remarques. Et pourquoi donc? Si vous vous permettez de faire des remarques aux autres, pourquoi n'en accepteriez-vous pas vous-même? Je ne m'amourage pas de serveur, moi. Vous ne croyez pas si bien dire. Et je me suis même fiancée à l'un d'eux, aujourd'hui même. D'ailleurs, je vous le présente. C'est lui. Venez, Marianne, allons-nous-en. Les Envoûtés, de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marsay. Avec Walczak, Miglen Mirchev, Maya, Claude Perron, le conteur, Bernard-Pierre Donadieu, le professeur Skolinski, Hervé Furic, Henri Kolavitsky, Antoine Mathieu, Grégoire, Vincent Schmitt, le prince, Pierre Bayot, et Clémentine Yelnik, Jean-Claude Leguet, Kata Varga, Agathe Chouchan, Franck Kronovtchek, Dominique Massa, Nathalie Canoui, Laurence Mayor, Pierre-Olivier Brandly, Nicolas Gonzalez. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Jason Taous, Augustin Cyprio, Claude Guerre.